vois très bien l'époque dans laquelle... de cette planète. Un système à pulvériser Très bizarre. m'a posé cette question de la fin du monde. Laisser la Que tout place ça c'est blanc mais que ça va pas suffire. d'autres voix. Bonjour, Julien Princesse Didier et Hugo Lopez. Salut. Merci d'avoir accepté l'interview. On discute aujourd'hui d'un livre qui s'appelle Sorcellerie et contre-culture gay. Donc vous n'êtes pas les auteurs. C'est une petite première pour moi. L'auteur c'est Arthur Evans, vous nous direz qui c'est. Et vous êtes tous les deux les traducteurs et les préfaciers de ce livre qui est sorti aux éditions Le Passager clandestin il y a quelques jours, une semaine. Ouais, 2 semaines, ouais. Comme d'habitude, j'ai lu le livre, on parcourt mes notes, on parle des choses qui m'ont intéressé dedans, des choses qui vont pouvoir susciter des conversations entre nous. Mais puisque l'auteur n'est pas là, et vous allez nous expliquer pourquoi, peut-être vous pouvez commencer par me dire comment ce livre en anglais, à l'origine, arrive entre vos 4 mains. Ouais. Je crois que tu l'as rencontré avant moi, mais vas-y. Moi, je l'ai découvert en 2019 quand j'habitais à Barcelone. Je l'ai découvert dans sa traduction espagnole. C'est un livre il a été traduit en espagnol en 2015, donc il y a 10 ans. C'est un livre qui m'a complètement bouleversé et j'ai vu qu'il n'était pas traduit en français. Et à ce moment-là, je me suis dit, un jour, j'aimerais trop faire ça. Et en arrivant à Bruxelles, quelques années plus tard, je rencontre Julia, Princesse. Ouais, on se retrouve après cette perte de vue. Et moi, j'avais ce livre dans ma tête depuis un certain nombre d'années parce que, via des mouvements queer, à un moment, j'en ai entendu parler. Mais ça fait vraiment. Enfin voilà, ce livre, il a un peu toute une aura de mystère autour de lui. Non seulement il parle de sorcellerie, il y a des vieilles illustrations dedans, mais aussi parce que l'édition originale est épuisée depuis un bon bout de temps. Ouais. Et en fait, il est à nouveau accessible en anglais grâce à un collectif qui l'a réédité de façon pirate. Et voilà, il est accessible en ligne en PDF pour tout le monde qui voudrait le lire en anglais. Mais je l'avais jamais lu, et c'est en écrivant un article sur l'écologie queer que je m'y suis réintéressé et où je me suis dit pareil que en fait ça manquait d'une traduction en français. Et quand on s'est retrouvés, par hasard, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux un intérêt pour ce bouquin, et là on a commencé à mettre en place ce projet. Chouette. Et alors, c'est qui Arthur Evans? Donc c'est un militant de la libération gay, vraiment qui était en plein dans les mouvements des années 60, 70 aux États-Unis. Donc il est originaire de Pennsylvanie, il était à New York dans les années 60, puis il a déménagé dans les années 70 et puis jusqu'à la fin de sa vie à San Francisco. Donc c'est vraiment à la fois un acteur et un témoin central de plein de choses qui sont aujourd'hui dans l'histoire, comment dire, enfin, d'événements et de moments célèbres dans l'histoire LGBT moderne occidentale. Il y a participé comme militant, il a fait partie de groupes comme Gay Liberation Front, Gay Activist Alliance, mais aussi vraiment un intellectuel et un auteur. Donc il a écrit ce bouquin qui est à l'origine des articles, il a écrit plusieurs autres livres aussi, donc vraiment intellectuel militant. Et malheureusement, il est décédé en 2011. Ce qui fait que du coup, nous, c'est un dialogue. Cette traduction, c'est un dialogue posthume avec lui. Du coup, on n'a pas pu lui poser les questions qu'on aurait bien aimé lui poser. Et ce qui ajoute au mystère aussi, c'est qu'il y a pas moyen de rentrer en contact avec quelconque héritier ou personne de sa famille. Donc, tout comme la traduction espagnole s'est fait de manière spontanée, ils ont mis une petite note en disant on n'a pas trouvé, nous pareil, quoi. Vous avez essayé de trouver des gens là-bas, sur place? En fait, on s'est juste aligné sur ce qu'a fait la maison d'édition espagnole. On a dit il n'y a pas moyen de les trouver, mais si jamais. Sachant que nous, on a travaillé sur la réédition pirate. Donc, la réédition américaine, qui a été faite après sa mort, explicite vraiment que selon LE, il n'y a pas d'intérêt à chercher les droits du bouquin et qu'ils ne sont pas intéressés en fait à trouver des droits de propriété, et que l'esprit du livre, c'est justement de faire les choses de manière pirate. Et donc, il y a aussi une volonté. Et nous, on a travaillé à partir de cette édition-là. Donc, finalement, ça nous semblait logique, même si aujourd'hui, on repasse via une maison d'édition pour avoir une vraie diffusion. Mais... Et donc, quand ce livre est écrit, tu parlais un peu de l'univers de l'activisme et du militantisme états-unien. C'est 72, si je dis pas de bêtises? Il est publié en 78. 78. Qu'est-ce que c'est peut-être la bande, le milieu, l'univers militant dans lequel il est à cette époque-là? À quoi ça ressemble et qu'est-ce qui se passe? Donc lui, il est à San Francisco à ce moment-là.
Et donc San Francisco, c'était un des 2 grands centres des luttes, queer aux États-Unis avec New York. Il vit en plein centre de San Francisco, donc il est vraiment le témoin de, cette explosion. Donc c'est à peu près 10 ans après Stonewall, donc il y a vraiment eu en une décennie, même si ça a commencé avant, une explosion de mouvements. Il y a notamment un groupe dont il est, a priori proche qui s'appelle, Bay Area Liberation Front, donc le groupe qui est assez célèbre, donc qui était un groupe anticapitaliste de libération gay. Donc il observe à la fois ces mouvements souvent socialistes, anticapitalistes, anti-guerre, anticoloniaux et pour la libération gay, mais il voit aussi en fait le boom du commerce gay. En fait, San Francisco, c'était aussi, enfin, et dans d'autres villes des États-Unis, donc on est juste avant le début de l'épidémie de VIH/SIDA. Mhm. Il y avait une libération sexuelle énorme qui était soutenue par des commerces, des saunas, des bars. Et donc lui, il observe ça et il est très critique. Et je sais pas si c'est lui qui a créé l'expression ou pas, mais en tout cas, il y a cette expression à ce moment-là qui est apparue de Castro clone. Donc Mhm. le clone de Castro qui est en fait ce style vestimentaire et esthétique qu'on retrouve dans le quartier de Castro, qui est le quartier gay de San Francisco, d'hommes qui en fait imitent, et d'ailleurs il en parle dans son bouquin, des militaires, des ouvriers, des styles très très masculins. Et donc vraiment cette imitation, cette appropriation de la masculinité dont on peut parler de plein de manières, mais en tout cas lui à l'époque il en est très critique. Et il est critique, ouais, la récupération par le capitalisme déjà à l'époque des Mhm. luttes gays, quoi. Donc il se place, voilà, dans là et aussi avec un grand pied dans les mouvements, de la contre-culture, comme je disais, anti-guerre, anticoloniaux et il essaye de faire sens en fait, à partir de ça et d'offrir des perspectives, de lutte, quoi. On en reparlera, mais c'est vrai qu'il identifie, on sent que les figures, ou en tout cas les avatars qu'il identifie comme la récupération institutionnelle capitaliste du mouvement gay, c'est Debar Elissona. Oui, Ce qui est assez intéressant par rapport à notre vision aujourd'hui de ce qu'est la ouais, récupération c'est vrai. institutionnelle, où on a plutôt tendance à dire que les bars et les saunas, c'est Il des faut les trucs préserver. communautaires et il faut les C'est le patrimoine, préserver, ouais. alors que ce qui est devenu la récupération, c'est plutôt les grandes compagnies bancaires, assurances ou je ne sais quoi Oui, 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 qui seraient go wash, quoi. oui, oui, c'est vrai. Mais, Oui, bon. ben lui, voilà, mais après, je pense qu'à l'époque, il a tout à fait raison. Il voit l'émergence de ce patronat gay, qui d'ailleurs n'est pas toujours gay, en fait. Enfin, il y a plein d'entrepreneurs hétéro-opportunistes. Et en fait, il explique quand même comment ces gens ont un agenda très libéral et en fait empêchent quelque part mettre des bâtons dans les roues des bâtons dans les roues des luttes gays et sont, selon lui, des ennemis politiques, en effet. Donc, Et donc, ce qu'il fait, c'est un espèce de voyage historique où il traverse certaines époques, il choisit. Alors, c'est pas trop, parce qu'il y a un mystère quand même sur l'écriture de ce livre, puisque vous le dites, on ne sait pas, enfin, il n'est pas ouais. là pour raconter ça. Il choisit de se concentrer sur certaines périodes historiques, d'en faire un récit à la fois qui a parfois l'apparence d'un récit d'historien, de journaliste, mais qui est à la fois très personnel, dans le récit. Ça passe parfois un peu du coq à l'âne, il y a des enchaînements historiques, dans un sens, puis dans l'autre. Et il fait le focus sur certains éléments d'histoire qui, pour lui, constituent des clés ou des nœuds d'une contre-culture, C'est ça. oubliée, effacée par une histoire, principalement straight, etc. Un des premiers épisodes qu'il cite, et c'est intéressant parce qu'il parle quand même principalement des gays, c'est-à-dire des hommes homosexuels. Il commence quand même par nous parler de Jeanne d'Arc, Mhm. heu, et il fait le lien avec un personnage que moi j'avais jamais associé à l'histoire, queer, c'est, Gilles de Rais. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de Gilles de Rais? Ben, Gilles de Rais, c'était, comme il le dit dans le livre, c'était son plus fidèle ami à Jeanne d'Arc, et qui était aussi militaire et qui donc était gay aussi, c'est ça, c'est très important. C'était un sorcier accusé de sodomie qui s'est fait, qui est, bah, qui s'est fait tuer par strangulation quelques années après Jeanne d'Arc. Donc, et donc à partir de là, euh, enfin, je sais pas trop par où commencer, quoi. Mais Mais enfin, je trouve que c'est intéressant parce qu'il fait la paire, enfin, il les présente comme une espèce de duo, en fait. Il ouais, dit: «Gilles de Rais,
c'est le sidekick oublié, quoi. Ouais, C'est c'est le ouais, gay à l'ombre de la Mm. butch. exactement, c'est le bestie queer Ouais, c'est ça, quoi. ouais, C'est un duo. C'est du 14e siècle. la butch warrior et son Donc, ouais, bestie. bah, il recrée vraiment cette image. En tout cas, il a le talent de vraiment représenter des personnages, Jeanne d'Arc, pour le coup, qu'on connaît, mais sous un angle inhabituel, ou en tout cas moins connu, et de nous laisser effectivement imaginer, où effectivement on les voit dans les champs et dans leurs campagnes militaires s'amuser et bah, voilà, être des joyeux dissidents et en même temps avec une vision politique quand même, parce que effectivement, quand il dit Gilles de Rais, c'est à la fois un sorcier et sodomite notoire ou homosexuel notoire, euh, bah, derrière sorcier, il y a représentant d'une religion occulte, tout comme pour Jeanne d'Arc, païenne ou hérétique. Et donc, selon lui, c'est pas par hasard que ces Mm. personnages-là aient pu être jugés, condamnés pour notamment hérésie, mais aussi dans le cas de Jeanne d'Arc pour travestissement. Ouais. Donc il fait le lien entre tout ça, quoi. Et le fait de commencer par ces deux personnages-là, ça permet d'entrer dans le propos du livre. Ok, ça c'est sa thèse. C'est que dans l'Europe pré-chrétienne, avant, il y avait le paganisme, donc ce Mhm. qui n'était pas quelque chose d'homogène et d'uniforme, mais c'était voilà, des formes de oui, rituels proches de la nature, avec une sexualité libre, dans lesquelles l'homosexualité avait toute sa place, et tout comme le travestissement. Mm. Et donc son idée, c'est qu'en fait, voilà, Jeanne d'Arc et Gilles de Rais auraient fait partie de ce type de culte. Mm. Mm. Mais c'est d'ailleurs une des critiques formelles ou académiques qu'on pourrait faire au livre, c'est de dire cette notion de l'ancienne religion, Ouais, est-ce que c'est si pertinent que ça? Est-ce que, voilà, si on prend, je sais pas, on va chercher un random anthropologue des religions, il nous dit: «Oh là là, c'est plus compliqué que ça, il n'y avait bien pas une sûr. religion», et cetera. Mais il crée un objet comme ça, qui est Oui, l'ancienne religion, qui est un sac un peu conceptuel dans lequel il met des choses qui, effectivement, du point de vue de la science historique, sont peut-être pas vraies, mais ça lui permet de créer cet objet-là et il va le rattacher à plein d'autres moments des histoires européennes, quoi. Comme en fait une forme de dissidence spirituelle ou un à côté, ou des marges spirituelles Ouais, par rapport au mainstream religieux, au mainstream c'est ça. spirituel. Et aussi, du coup, plutôt paysan, donc pas de la ville, Mm. plutôt milieu populaire aussi, parce que c'est ça qu'il dit, c'est que pendant toute une période, le christianisme s'implante, mais ça se fait pas comme ça. Et donc, c'est dans les villages et tout ça que ces traditions anciennes continuent d'exister. Mhm. ouais. Ouais, en fait, il retourne le regard parce que du coup, il reprend toute cette histoire occidentale qui a créé, ben, effectivement, le terme païen, il a été créé par la religion chrétienne pour Mhm. désigner. Donc, païen, en fait, étymologiquement, ça veut dire habitant de la campagne. Et donc, ça voulait dire les gens de la campagne, entre guillemets, incultes et donc non cultivés à la nouvelle religion de la ville qui est le christianisme. Hérétique, pareil, c'est en fait, c'est tout comme barbare. Barbare, c'est ceux Mhm. qui font pas partie Ouais. de l'Empire romain. Hérétique, aujourd'hui, on pourrait l'associer à des mots créés aujourd'hui pour désigner, enfin d'ailleurs barbare, c'est encore utilisé aujourd'hui Mhm. fréquemment par des gens quand on fait pas, on n'appartient pas à un certain dogme politique ou une certaine vision impérialiste, par exemple. Donc lui, il reprend tout ça, mais il va voir de leur côté. Et en tout cas, il prétend aller voir de leur côté. Et en effet, ce qui est compliqué, c'est de leur côté, bah, il y a des sources manquantes, il y a des traditions orales, donc des sources absentes. Et du coup, il fait ce travail de se dire, bah, en fait, moi, à cet endroit-là, je vais pas m'arrêter, je vais pas prétendre qu'il y avait rien, je vais aller essayer de remplir des trous, en fait. Et c'est là qu'effectivement, il prend des libertés. Mais je pense qu'il estime que c'est un devoir militant de le faire Oui, c'est ça. de dire en fait on veut pas laisser les choses invisibles, alors autant y aller, puis après peut-être on me corrigera, mais et les trous, il les remplit notamment par l'étude des mythes et des religions, notamment païennes, mais à nouveau avec très peu de sources, mais aussi, et ça c'est quand même assez original, par rapport à ce qu'on dit d'eux et comment le pouvoir parle des dissidents, Mhm. notamment à travers les procès, donc il y a beaucoup de sources, et là qui sont des sources vérifiées, notamment le procès de Jeanne d'Arc, Ouais, qu'est-ce qu'on dit de Jeanne d'Arc les procès des hérétiques, mais aussi les insultes et de comment est-ce que, enfin voilà, notamment l'insulte fagotte, dont on dit elle vient du fait qu'on mettait du bois sous les bûchers, donc des fagots de bois, ou l'insulte finocchio en italien pour dire pédale, qui évoquerait les fenouilles qu'on mettait sur le bûcher. Mhm.
bah, lui va montrer que ces insultes, elles sont liées aussi à des insultes qui désignaient des hérétiques. Et en tout cas, son point là-dessus, c'est dire que l'oppression religieuse et l'oppression sexuelle étaient liées. Et que du coup, effectivement, ceux qu'on appelle aujourd'hui les queers étaient aussi légataires d'une religion ou d'un ensemble de religions que lui appelle l'ancienne religion. Mhm. Et là, effectivement, c'est sa version, hein. Mais en tout cas, qui a été opprimé et qui a quelque chose à dire, quoi. Mhm. Et voilà, et puis il faut voir qu'il écrit dans un contexte où voilà, les personnes LGBT n'ont aucun droit et aucun. Voilà, on grandit tous en entendant qu'on est contre nature, enfin, on n'a pas de source, rien à quoi se raccrocher. Et Mhm. donc, il y a aussi vraiment, ça, c'est un livre d'histoire, mais il a un projet politique derrière, quoi. C'est voilà, de créer des ancêtres auxquels nous identifier, et comme voilà, comme il disait, ça peut être de civilisations qui n'ont pas forcément laissé de traces écrites, qui étaient non guerrières. Donc après, voilà, au fur et à mesure que les peuples se sont fait envahir et détruits, il n'y a Mhm. pas forcément laissé beaucoup de choses. Donc il y a une part de mythe, mais ça, voilà, c'est un sens politique, quoi, tout ça. Et c'est pas pour autant que c'est faux. Voilà, Mhm. il y a cette critique. Il est très critique envers les historiens universitaires qui donc qualifient d'homophobes et qui donc portent ce regard sur toutes les potentielles sources, dont Jeanne d'Arc par exemple, Ouais. qui en tout cas jusque-là n'avait pas été présenté comme un personnage queer, quoi. Et alors que pourtant l'élément déclencheur de son exécution, c'est d'avoir été habillé en homme, de porter des habits d'homme. Alors, en tout cas, peut-être aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont Oui, vu, oui, qui le oui. racontent comme ça, mais en Oui, 78, oui, c'est ça, c'est ça, en c'est ça. 78, quand il écrit ça, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dit Jeanne d'Arc était queer, quoi. Non, aujourd'hui, elle a été quand même un peu, comme le dit Clovis dans la postface, réappropriée aussi par le mouvement lesbien radical Mhm. et aussi même trans, parce que donc il y a Leslie Feinberg, qui est un militant trans, qui a écrit quelques années plus tard Transgender Warriors, qui est aussi une espèce d'historiographie trans, d'aller rechercher des ancêtres trans et qui parle de Jeanne d'Arc. Arthur Evans, il en parle comme d'une travestie. Mhm. Des gens diraient aujourd'hui c'était un mec trans. Donc voilà, on peut effectivement réinterpréter ou remettre des catégories. Mais sans doute qu'effectivement, à l'époque, non seulement peu de gens le faisaient, en parlaient, et ce que dit aussi très bien Clovis dans la postface, c'est que il y a plein de sources auxquelles on n'avait pas non plus accès à l'époque sur en fait le Moyen Âge en général. Ouais. Et où lui voit comme ça des espèces de bouts de ce qu'il appelle contre-culture médiévale. Là où en fait aujourd'hui on peut voir que en fait au Moyen Âge il y avait une diversité religieuse et probablement dans plein d'endroits une diversité de pratiques sexuelles qui était, si pas généralisée, en tout cas beaucoup plus large que ce qu'on imaginerait aujourd'hui en fait. Et que, y compris au sein de la chrétienté, il y avait en fait toute une série de débats. Et bon, bah, finalement, lui contribue à montrer ça et ça nous pousse à aller regarder plus ça. Et aujourd'hui, voir comment plein d'études médiévales ou d'études de la Renaissance en fait, dévoilent des choses sur des archives qui en fait avaient été aussi cachées, Mhm. justement pour faire croire à cette idée que l'hétérosexualité, le sexe limité à un sexe reproductif au sein du mariage a toujours été la norme et donc la nature, enfin le Mhm. naturel, quoi. Et moi, c'est vrai que bah, depuis un regard d'écologie queer, ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est ce retournement que lui fait très très fort, de dire, mais en fait, qu'est-ce qui a été contre nature? S'il y a bien quelque chose qui a été contre nature au cours de l'histoire, ce sont ces religions urbaines, impérialistes, coloniales, qui sont construites, quand il dit hors les murs, coupées de la nature, Mhm. avec des déités en fait aussi coupées de la nature, alors que les païens, les hérétiques et tout aussi queer qu'elles étaient, vénéraient des divinités de la nature, du vivant, et que l'expérience de la sexualité ouverte, comme il la montre, Mm. et bah, parle probablement de quelque chose de plus naturel que Mhm. l'ascétisme chrétien. Oui. Donc voilà, il y a ce retournement imaginaire quand même contre nature qui je trouve aussi très beau et Avec en fait un dépassement de la notion de nature, c'est-à-dire que, Mm, mm. enfin, ils sont oui, plus dans un truc, on pourrait dire, je vais pas dire animiste parce que c'est un drôle de terme, déplaqué, mais euh, qui peut peut-être apparaître comme plus proche de la nature ou plus naturel, mais qui en fait est le contraire du naturalisme chrétien. oui, C'est-à-dire oui, que, depuis un à la langage limite, moderne, voilà, effectivement, on ce dirait serait, proche de la nature, mais en fait, voilà, c'est des conceptions où la limite entre nous et la nature, en fait, elle est pas là et on dépasse, et la nature c'est oui, c'est nous. ça. Et ça concerne aussi la question du rapport à l'animalité, parce que par exemple, il montre très bien comment bah, ces religions pouvaient avoir des cultes qui incluaient des orgies, des moments sexuels, mais aussi très fort des représentations animales, et que par exemple,
au même moment que dans plein de pays, le travestissement ou la sexualité ont été beaucoup plus sévèrement réprimés, on réprimait aussi le fait de s'habiller sous forme animale, Mhm. où on le contraignait à certains moments précis, comme le carnaval. Et du coup, cette limitation, cantonner la sexualité au sein de l'union hétérosexuelle et séparer l'humain du reste du vivant, Mhm. c'est un mouvement conjoint en fait. Et ça, je trouve ça aussi très beau, et de voir comment est-ce qu'aujourd'hui ces formes d'animalité ou de continuité entre humain et animal, bah, ça participe aussi d'un projet queer potentiellement. Voilà, Ouais. En tout cas, dissident, quoi. certainement. Autre figure qui, moi, m'a marqué, ou en tout cas, personnage, si tant est que là, encore une fois, il soit unifié, c'est le dieu à cornes, le dieu Pan, qui va retrouver à plusieurs endroits, dans des très anciens cultes, et puis dans des choses plus connues de la Grèce antique. Vous pouvez peut-être en dire un mot de ça, de Ce ce qu'il va dieu montrer, cornu? c'est que dans cette ancienne religion, il y avait comme deux archétypes de divinités originaux, qui serait la Grande-Mère, et puis le dieu cornu qui serait toujours secondaire, si son fils, ou en tout cas, Engendre serait son par elle. acolyte, ouais, voilà. Comme Jeanne d'Arc et Gilles de Ré, voilà, Ouais, exactement. et donc voilà, donc, par exemple, la Grande-Mère, elle serait déclinée sous plusieurs formes selon les pays là, comme la déesse Isis ou Artémis. C'est toujours voilà, une figure de la nature toute puissante. Et alors que le dieu cornu, ça serait son pendant masculin pour la sexualité. Je peux peut-être lire un passage sur lui. Ah oui. Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, vas-y. Donc, le dieu cornu, qui apparaît souvent avec une bite en érection, on a fait le choix de maintenir les termes vulgaires de l'anglais, est essentiellement lié à la sexualité masculine. En outre, il est parfois représenté en train de bander en compagnie d'hommes et non de femmes. Sur un dessin retrouvé dans le Val Camonica, en Italie, le dieu cornu tient un anneau cérémoniel dans une main et un serpent cornu dans l'autre. Il est vénéré par un homme et cet homme est en érection. Donc, donc là, il montre voilà, en fait, il y a des représentations de l'homosexualité qui sont très anciennes. Et après, il va montrer comment du coup cette figure-là, après, va être récupérée par le christianisme et transformée pour en faire le diable, qui est toujours représenté aussi avec des cornes et avec des sabots fendus. Et je sais pas si tu as d'autres choses à dire Non, sur. si tu voulais lire la citation sur le diable, mais je sais pas si tu l'as Ouais, devant oui, toi. c'est ça. Une fois la doctrine du diable instaurée, l'Église s'empare de plusieurs traits négatifs du dieu cornu, comme la sexualité, et les attribue au diable. L'ancien dieu cornu devient le diable en personne, et depuis cette époque, l'art chrétien représente le diable avec des cornes, des sabots fendus, des jambes velues et une bite en érection, soit exactement les mêmes attributs que ceux du dieu cornu. Donc là, voilà, il va montrer comment le christianisme va voilà, transformer des symboles qui avant étaient associés voilà, à la fertilité, à la nature, quelque chose de manifestation de la vie, quoi, et tout à coup, ça devient quelque chose de négatif. Ouais, soit ils peuvent être récupérés et défaits de leurs atours parce que voilà, la Grande-Mère, peut-être le christianisme l'a transformé dans certaines figures, notamment la Vierge Marie ou quoi, mais désexualisée, dépossédée, enfin, dans beaucoup de cultures, des divinités que lui appelle du culte de la Grande-Mère ont souvent des énormes seins. On va jamais représenter la Vierge Marie avec des énormes seins, par exemple. Ou alors, effectivement, là, dans ce cas-là, on estime qu'il ne peut pas être récupéré, du coup, il est diabolisé. Ouais. C'est le cas de le dire. Et moi, ce que je trouve intéressant avec le dieu cornu, c'est que du coup, c'est une figure masculine, mais pas patriarcale, en fait. Et du coup, ça montre bien, quelque part, bah oui, la possibilité d'avoir quelque chose qui représente et qui, je sais pas si glorifie, mais en tout cas, voilà, enfin, une espèce de vénération masculine, associée pour le coup souvent à des formes de sexualité entre guillemets homosexuelle, mais n'exprime pas cette domination, en fait. Pas patriarcal, pas guerrier. Oui. Non, C'est pas une figure de la guerre, c'est pas non, une le dieu figure Pan, du il est avec une guerrier. flûte et Voilà, voilà, oui, c'est ça. Ou Dionysos, ça serait l'archétype qui après se décline Ouais. Et donc évidemment, ils ont été ces deux figures-là, entre autres remplacées, même s'il y a des périodes de cohabitation, ben, par, en tout cas dans l'apparition des civilisations grecques et tout le magma de civilisation autour de la Grèce antique, et puis ensuite par la civilisation romaine,
par des panthéons patriarcaux, évidemment. Et Mmh. donc là, on voit arriver des dieux comme Mars, le dieu de la guerre, évidemment, qui sont supposés être dans l'Olympe, c'est-à-dire dans le ciel, donc coupés. Ouais. C'est ça. Ils sont plus dans la terre. Alors que le dieu cornu est associé au monde souterrain, et donc il n'est pas les enfers, mais quoi, parce que c'est un dieu celte à l'origine, où il y a la réincarnation. Donc après, l'âme, elle passe sous la terre le temps de se réincarner, mais donc ça fait partie d'un cycle Mmh. voilà, de vie et de mort. Alors que voilà, chez le christianisme, l'enfer, c'est pas très très bien. Non, ouais, et on est dans une espèce de vie éternelle. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait beaucoup penser à au livre de Emily H. De la génération, Mmh. qui est sorti l'an passé, je pense, où elle explique vraiment ça, où elle va rechercher un peu comment dire, les origines mythologiques aussi du patriarcat, et où elle explique vraiment comment, enfin, pour moi, il y a un grand, grand parallèle, comment les sociétés matriarcales, ou en tout cas non patriarcales, avaient des mythologies basées sur la génération, c'est-à-dire le cycle de la vie et de la mort, le compostage, on est issu de la terre, on en Mmh. vient, et du coup, forcément, le rôle de celle qui engendre et qui donne naissance est central, à des mythologies de la production et de la création, à savoir, entre autres, principalement le dieu chrétien, qui crée à partir de rien, quoi. Mmh. Et je trouve que, en fait, Evans, il montre cette même chose-là. Et évidemment que les deuxièmes sont des religions qui ont été très fort associées au pouvoir patriarcal, là, gréco-romain, et puis après, il continue toute l'histoire de la civilisation chrétienne jusqu'au colonialisme et à la Oui. révolution industrielle. Il passe par des dissidents de la chrétienté qui sont des chrétiens sans être des chrétiens. Il parle Ouais. des gnostiques, et des cathars. C'est dans un même chapitre. Il commence par les gnostiques et puis il termine par les Mmh. cathars. Ça aussi, c'est des figures, intéressantes avec, un rapport au divin, souvent avec moins d'intermédiaires, avec des choses beaucoup plus relationnelles, beaucoup plus collectives, avec des hiérarchies, moins, moins sévères, ou en tout cas moins strictes. Je crois, le 3e ou 4e, chapitre, Chapitre, ouais. où il parle de ça. Oui, il en parle à plusieurs endroits des cathares aussi, parce qu'à Ouais, l'origine, c'était des articles différents, OK. ce livre, c'était 10 articles, et Ça se donc répète. c'est pour ça qu'il se répète après, il en revient aux mêmes endroits souvent. Ouais. Et ce passage sur les gnostiques, les cathars, vous pouvez en dire quelque chose peut-être? Mais moi, c'est Aujourd'hui. vraiment c'est vraiment une de mes parties préférées de toute son étude, parce que je trouve que, on y reviendra après, mais autant la figure de l'homosexualité et de la pédérastie dans la Grèce antique, ou de la sorcellerie, elles ont été déjà beaucoup mobilisées. Mmh. Autant la question des hérétiques et de politiser cette figure, parce que bon, de ce que moi j'ai appris à l'école, a priori les hérétiques, voilà, c'était d'être présentés comme des dissidents religieux, Mmh. mais quand même avec une charge négative. Hérétique, c'est pas très 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 positif, donc a priori, enfin voilà, on pouvait facilement y associer des gens qui avaient des pratiques entre guillemets barbares. Mmh. Ceux d'ailleurs, ils étaient accusés de tuer des enfants, Mmh. d'avoir des rites diaboliques, et voilà, et on en reste facilement là. Puis après, c'est avec les Cathares, en France, il y a quand même toute une histoire, mais bon, ils ont construit des châteaux, puis ils ont été défaits. Enfin, tout ça est très dépolitisé. Hein? Or, ce que lui montre, et pas seulement lui, mais c'est que les hérétiques, ça allait, comment dire, tous les mouvements appelés hérétiques, ça allait aussi avec des propositions de société très diverses. Ce qui ne veut pas dire qu'elles étaient toutes plus progressistes, entre guillemets, que le christianisme dominant. Mais certaines l'étaient certainement, et avaient des visions sociales plus égalitaires. Certains mouvements hérétiques se prononçaient de manière très très ferme contre la propriété privée, par exemple, contre l'enrichissement. Il y a des mouvements au sein de l'Église aussi qui ont essayé de le faire, et beaucoup d'ordres monastiques ont essayé Oui. chaque fois de revenir à la source du message de Jésus et de l'Évangile. Mais chaque fois, ça a été voilà, redépassé par l'institution. Et ici, les hérétiques le faisaient plus ou moins, en tout cas par exemple pour les gnostiques ou les cathares, effectivement, c'était à la fois depuis la chrétienté, mais tout en ayant des inspirations, en fait, que Evans associe à des mouvements païens qui continuent à survivre. Donc il y a à la fois une vision religieuse de dire ces religions non monothéistes ont survécu sous différentes formes, Mmh. qu'on a appelées hérétiques. Donc déjà, c'est intéressant. En plus, elles avaient souvent un rapport au pouvoir qui était différent, beaucoup moins patriarcal. Elles avaient des leaders féminins, des guerrières aussi, cathares, par exemple, Tolérant envers l'homosexualité aussi. et très, ouais, beaucoup plus Mmh. libéral. Et donc lui, pareil, il les associe en fait à des formes de ce qu'il va appeler l'ancienne religion. Donc de dire, c'est des religions qui en fait avaient gardé un sens du magique, du rite, de la communauté,
qui les plaçait dans un rapport au monde différent que le christianisme dominant, quoi. Mmh. Et ouais, je trouve ça très beau parce qu'il y en a, enfin, il parle aussi des libres esprits, des renters, des bogomiles, qui étaient associés au nom bulgare, parce que la Bulgarie était un centre hérétique à l'époque, et qui a donné naissance à l'insulte bougre, qui en fait était en ancien français une insulte contre les hérétiques, mais aussi contre les homosexuels. Mmh. Donc voilà, il va chercher toute cette iconographie qui a été un peu oubliée, en fait. C'est particulièrement intéressant, je trouve, cette partie sur les cathares parce que c'est les cathares, les gnostiques, les saint-simoniens, enfin tout ça. Je trouve que c'est un endroit où, c'est aussi une manière de dire que la magie, les croyances, transcendantes, comment on les appelle? Métaphysiques, qu'elles soient ou non, elles peuvent aussi se situer dans un certain héritage chrétien. C'est-à-dire que les cathares, c'était les chrétiens. Oui. oui. Voilà et donc ça permet aussi d'aller regarder l'institution, de l'Église, d'une autre manière. C'est-à-dire de se dire: «Mais en fait la croyance, le message, que ce soit celui des évangiles, de la Vierge Marie, du Christ et cetera, il peut aussi être investi et il a été investi, sur un registre qu'on pourrait qualifier de l'ancienne religion». C'est-à-dire Oui. avec de la magie, avec, des mystiques, des choses, magiques comme ça. Oui, parce que ça, ils sont à la charnière, en fait. Enfin, la chrétienté, c'est une chose, mais que l'Église de Rome, qui est venue imposer le catholicisme tel qu'il est, ça a été un long travail de reconquête, enfin, de conquête de toute l'Europe, quoi. Et ça me faisait penser que c'est intéressant parce que les cathares ont été accusés de pratiquer des orgies. Les Templiers ont été accusés de pratiquer la sodomie. Et c'est toujours un argument sexuel qui est avancé pour dénoncer. Voilà, donc, ce sont bien des hérétiques, ils sont contre Jésus. Et c'est voilà, voir comment en fait, c'est un usage purement voilà, politique De la et sexualité, ouais, oui. Mmh. Et oui, alors que un argument pour les l'Église exterminer. n'a jamais expurgé les pratiques sexuelles dissidentes t'imagines. Non. de son institution, de toute façon. Mais oui, enfin, en tout cas, ça montre qu'on peut avoir effectivement un rapport philosophique différent même à l'héritage chrétien, en effet. Mmh. Et que, en tout cas, jusqu'à un âge assez tardif du Moyen Âge, euh, ces variétés existaient et qu'en fait, la chasse aux sorcières qui arrive au moment de la Renaissance, Mmh. quelque part, et l'Inquisition avant contre les hérétiques, elles ne sont pas arrivées avant parce que l'Église de Rome n'avait pas encore le pouvoir de le faire et que c'était Ouais, ouais. effectivement, comme tu dis, une longue marche vers la domination totale et l'extermination de tout ce qui était dissident, Mmh. qui fait qu'à un moment, des entreprises de massacres comme celle de l'Inquisition et de la chasse aux sorcières ont été permises. Mais en fait, pendant longtemps, et d'ailleurs même, on dit Jeanne d'Arc, en fait, on doute sur sa religion. En Ouais. fait, c'était a priori très commun qu'à l'époque, les gens se disaient chrétiens, mais sans avoir une vue très précise de ce que ça voulait dire, en fait. Parce que du coup, on pourrait dire le biopouvoir sur les corps n'était pas du tout aussi étendu que ce qu'il est devenu après dans l'époque moderne. En fait, Mmh. les gens vivaient leur vie, les institutions Tranquillou. essayaient de les contrôler, mais avec des moyens beaucoup plus limités que ce qu'ils peuvent avoir dans les siècles suivants, quand là, vraiment, 16e, 17e, 18e siècle, avec l'émergence de pouvoirs beaucoup plus centraux des États-nations, là, on a un Et contrôle sur les... l'Inquisition, Ouais, on a un contrôle sur les corps qui est en fait beaucoup plus resserré finalement. Ouais. Avec, derrière la modernité qui arrive, alors là, ça devient, Ça devient industriel. Ça devient industriel, Ouais. proprement. Et j'adore aussi ce livre parce que tout ça, en fait, je trouve qu'il a un ton très sarcastique au final. Tout ça, il va décrire tout ça pour. Là, la manière dont on parle, c'est absurde, je trouve, hein, de voir comment dire, comment la sexualité a été diabolisée, comment tout ça. Et pourtant, c'est dans ça qu'on a grandi. Et lui, du coup, il va écrire cette contre-histoire comme si ça, il y a un peu que ça coule de source. Donc, il va mobiliser beaucoup d'exemples. C'est pour ça que parfois, il fait des liens entre des choses qu'on voit pas forcément. Parfois, ça. Mais, enfin, voilà. Il y a pas, je trouve que c'est pas un bouquin hyper intellectualisant, plein de concepts et tout ça. Il va justement raconter beaucoup d'histoires, susciter beaucoup d'imaginaire Mhm. et, euh, et j'adore. Mais je comprends, moi aussi, je me suis beaucoup amusé à le lire. Et c'est intéressant de. On oublie parfois quand est-ce qu'il a été écrit. C'est-à-dire que moi, il y a eu plusieurs moments dans ma lecture, je me suis dit, attends, mais on est en 78 en fait. Quand le gars écrit ça, on est à cette époque-là, et donc. Un visionnaire, le mec. Exactement. Il y a des moments où tu te dis, mais attends,
il écrit, il a ce discours-là sur tel élément historique, tel concept, à cet endroit-là, aux États-Unis, à cette époque-là. D'ailleurs, parfois, il va sur des choses précises, il va sur des événements politiques américains assez précis, avec des histoires de sénateurs ou de maires, en Ouais, rapport avec des effectivement. journalistes. Et donc, il rattache ça aussi parfois à des éléments d'actualité. Tu mentionnais la sorcellerie et les orgies. Il y a tout un passage sur la sorcellerie et la sexualité gay. Le Mhm. sexe gay ou le sexe gay, je crois, ou la sexualité. Ouais, gay sex. Gay sexe. Euh, et il fait un lien évident. Enfin, pour lui, il n'y a pas de doute Pas que de ces doute. deux choses sont liées. Juste avant l'interview, on parlait de la manière dont la sorcellerie et les sorcières a pu devenir une espèce de truc presque de marketing Mhm. littéraire. Je pense qu'on est même allé jusqu'à des articles dans Marie Claire ou dans Elle Magazine sur les sorcières. Oui, Ça a bah, de été- toute façon, c'est aussi une figure folklorique, hein, donc c'est pas. Tout à fait. Comment il le fait où ce lien et quel est ce lien entre le sexe gay et les sorcières? Parce qu'il est peut-être pas évident pour tout le monde, je crois. Non, mais c'est à partir de l'hérésie, je dirais, quoi. Enfin, en fait, il va montrer à un moment donné comment sorcellerie et hérésie, et donc toutes les déviances sexuelles qui sont mises vont être associées. Donc voilà, ce qui permettait d'accuser une femme d'être sorcière, c'est de pratiquer, d'avoir une sexualité un peu libre. Enfin, voilà, ça Mmh. suffisait pour être envoyé au bûcher. Et, pour les hommes, donc c'est enfin, pour la sodomie, quoi, aussi. Ouais. Euh, Oui, oui, bah oui. Mais en fait, c'est un projet multiple, ce qu'il dit, et ça a été effectivement Silvia Federici dans Le Caliban et la sorcière, l'a écrit de manière beaucoup plus académique 20 ans plus tard. Mais c'est qu'en fait, la chasse aux sorcières, a priori, c'est un projet politique qui touche à la fois au contrôle des corps et de la sexualité, Mmh. mais à la fois au contrôle aussi du capital, en fait, et de pouvoir, en fait, résister, comment dire, exterminer la résistance paysanne face à la montée du capitalisme. Parce que du coup, bah, forcément, enfin bon, pas forcément, mais euh, les premières modifications structurelles de la société pour laisser apparaître le capitalisme n'étaient pas du tout accueillies par la population. Enfin, voilà, les gens, ce que montre Federici, c'est les gens ne voulaient pas en fait travailler dans un rapport salarié ou même, enfin voilà, il y a des lois qui ont passé à ce moment-là où on a commencé à interdire le vagabondage en fait. Donc Mmh. ça voulait dire qu'en fait on faisait la chasse aux pauvres, la chasse à tous ceux qui ne rentraient pas dans le système. Et bah, quelque part, ce que lui montre, c'est que tout ça se renforce l'un l'autre et que du coup, contrôler la sexualité, c'est contrôler aussi un pouvoir de résistance. Contrôler la religion et la magie dans le pouvoir qu'elle a à faire communauté, c'est aussi défaire cette résistance paysanne. Euh, et qu'effectivement, au centre de ça, il y a les femmes et les gays, parce que du coup, un de ces chapitres s'appelle Le meurtre de masse des femmes et des gays, donc c'est Mmh. vraiment très clair selon lui. Parce que bah, c'est effectivement les meilleurs représentants d'une sexualité qui n'est pas rangée, en fait. Et qui n'est pas non plus. Bah, les femmes, en tant que telles, elles ont été enfin, comment dire, cooptées là-dedans. Mais disons qu'il y a ce projet d'une sexualité au service d'un projet ascétique qui est celui de l'Église, qui est de ne pas, comment dire, de couper l'expérience sociale des corps et du Mmh. plaisir. Mais comme il faut bien faire du sexe pour se reproduire, bah voilà, le seul sexe autorisé, c'est celui qui mène à la procréation, surtout si on a un projet nataliste, ce qui est le projet du capitalisme. Et donc tout ce qui sort de ça, forcément les gays, parce qu'ils ont une sexualité non productive à ce Mmh. sens-là, et la liberté des femmes, bah voilà, c'est la cible idéale. Et après, il peut aussi montrer que, enfin, ouais, comme tu dis, tout ce qui pouvait sortir de la norme à certains égards pouvait aussi rentrer dans ce cadre-là. Mais en tout cas, lui, il se concentre sur les femmes et les gays. Mmh. Il fait le lien aussi avec l'ancienne religion en disant par exemple que chez les Celtes, les femmes avaient un statut élevé, que les chamans, donc c'est souvent des pratiques gays, tout ça, Oui. et, euh, et que ça, donc c'est pas bon pour le christianisme qui veut imposer son pouvoir. Et donc c'est pour ça qu'il les met dans le même sac, quoi, avec voilà, ces histoires de magie. Donc, donc ce qu'il dit aussi, mais ce chapitre-là, le meurtre de masse des femmes et des gays, il parle de quand la Sainte Inquisition a été fondée Ouais. et que c'est elle qui a lié hérésie et sodomie Sodomie. et Mmh. homosexualité. Et donc voilà, tout ça il explique super bien. Sachant qu'il faut préciser que du coup, à cette époque, et dans beaucoup d'autres époques, sodomie n'avait pas le sens très précis qu'il a aujourd'hui.
médical quoi qu'il a aujourd'hui. Enfin médical, Oui, c'est ça, voilà. technique. Technique, Ouais. effectivement. C'était en fait un terme générique pour dire toute sexualité qui n'est pas dans le canon fixé par l'Église. Mhm. Le canal correct. Mais ouais, mais aussi tout genre si c'était hors mariage, ça pouvait être de la sodomie. Si c'était Ouais. en groupe, ça pouvait être de la sodomie. Si ça n'avait pas, si c'était pas pénétratif, c'était de la sodomie. Oui. Plus en référence biblique à Sodome qu'à à l'acte technique qu'on a Oui, bah aujourd'hui. après effectivement, il Voilà. a eu une connotation plus précise. Mhm. Et c'est intéressant de voir comment l'hérésie, voilà. L'hérésie est devenue un concept sexuel plutôt que doctrinal. Dire d'un homme qu'il était hérétique revenait à le qualifier d'homosexuel et vice-versa. Mhm. Ouais, L'hérésie. Mm. Il faudrait qu'on fonde un club qui s'appelle l'hérésie. les hérétiques, Ah. ouais. Avant de repartir sur plutôt la dernière partie du livre où il fait le lien avec l'industrialisme Oui. du militarisme, peut-être revenir sur votre travail à vous, Mhm. travail de traduction, qui est, bon, comme dans tous les travaux de traduction très particuliers, mais vous faites une préface où vous expliquez votre démarche et où vous arrêtez sur 2-3 points qui ont été des points de discussion, on sent, entre vous, ou en tout cas Ouais. avec vous-même, quoi. Comment on va traduire tel terme, comment on va pas traduire tel terme, est-ce qu'on explique, est-ce qu'on n'explique pas, est-ce que... et le premier, c'est le terme de gay. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, aussi en miroir des conversations qu'on a aujourd'hui en communauté de Oui, c'est qui les gays, qui est devenu oui, maintenant, c'est plus parfois péjoratif. ou quoi. presque péjoratif de la part d'une certaine frange qui se veut radicale de dire ah mais eux c'est les gays, c'est pas les queers. C'est le etc. normatif. Voilà, c'est le normatif. Comment il utilise ce terme lui? Oui, parce qu'en fait, voilà, déjà, la manière dont on a travaillé, on s'est séparé les chapitres en deux, on les a traduits, après on a fait relecture croisée, et au fur et à mesure de notre travail, il y avait des termes évidemment transversaux d'un chapitre à l'autre, notamment le terme gay. Et donc ça, on s'est mis, selon les contextes dont il était employé dans chacun de nos chapitres, ça a été un long travail de trouver un choix commun pour être cohérent après sur tout le texte. Et donc, lui, la manière dont il utilise le terme de gay, déjà de l'écriture avec une majuscule, comme si c'était voilà, une essence, être gay, il lui donne presque un sens spirituel et comme Tout à ça. fait, ouais. Mais donc c'est pas un adjectif. Si tu mets une majuscule, si, enfin. Oui, mais en Ouais. anglais, même quand en tant qu'adjectif, il lui met aussi un adjectif. Ok. Il lui met Ouais. aussi une Après, en anglais, ils ont plus facilement tendance à mettre des majuscules qu'en français, mais là, il y a comme un projet derrière, quoi. Et la manière dont tu l'utilises, ça c'est ce qu'ils disent dans la préface de l'édition de 2013, l'édition pirate. Ils disent que probablement si Evans avait écrit aujourd'hui, il aurait employé le terme queer. Mhm. Mais et du coup, nous, ça a été voilà, compliqué parce que en anglais, en plus, gay, ça peut s'appliquer aussi bien aux femmes qu'aux hommes, Ouais. alors qu'en français, on a plus tendance à imaginer tout de suite voilà, des hommes. Donc nous, et en fait, ça a été un peu du cas par cas, quoi, au final. Parfois, il utilise le terme lesbienne, mais c'est pas toujours le cas. Et parfois, c'est sous-entendu que les femmes. Donc voilà, parfois on a traduit gay par gay, lesbienne, parfois juste gay ou homosexuel. Et Ouais. après, femme homosexuelle, femme Il y avait à la gay. fois un enjeu à visibiliser le fait qu'en anglais, surtout à cette époque, ça avait un sens plus neutre qu'aujourd'hui. Et donc, un certain nombre de fois, on a Neutre en termes de rajouté. genre, tu veux dire? Oui. Oui. Un certain nombre de fois, tout comme dans la traduction espagnole, on a rajouté lesbienne pour bien montrer qu'en fait, il parle des personnes gays et lesbiennes. Et en même temps, il reste un homme gay et en fait, lui, il a fréquenté des mouvements principalement masculins. Et il y a toute une série, enfin, beaucoup plus d'exemples concernant les hommes. Et voilà, il a sa situation à lui et que du coup, certaines fois, en fait, ça semblait peut-être un peu excessif d'aller lui prêter un usage inclusif que peut-être il n'avait pas Oui, lui-même. c'est ça. Mhm. Mais on est vraiment dans l'interprétation parce qu'en fait, c'est parfois le contexte aide, d'autres fois, c'est un choix. Et la dernière chose par rapport à ce mot, moi je me dis, enfin, quand tu me posais ta question, j'étais là, j'ai l'impression qu'il s'est pas trop posé la question parce que c'était Oui, pour lui un c'est mot évident. Et en effet, il lui a donné une majuscule. Mais aussi, c'est vrai qu'il en a un usage très extensif parce qu'il l'utilise gay et lesbien pour toutes les époques et toutes les cultures. Oui. Donc ça, c'est forcément aujourd'hui un truc qu'on critique beaucoup plus. Donc voilà, il dit, voilà, dans des peuples autochtones, il y avait du sexe gay et lesbien partout, ou des chamans gays, par exemple. Il parle beaucoup de chamans gays. Et selon lui, pas, en tout cas, je pense que lui ne voyait pas à quel point c'est un geste voilà, ethnocentrique et en fait assez colonial que de faire ça.
Et je pense qu'il y avait un vrai projet aussi de montrer cette continuité C'est ça. historique Mhm. et spatiale. Peut-être aussi que enfin moi ce que je me suis dit, c'est que effectivement, il y a une démarche qui apparaît coloniale dans la terminologie qu'il utilise et même dans la manière dont parfois il parle des sociétés extramodernes, mais il le fait à une époque où le terme gay est finalement beaucoup moins institutionnalisé Oui, et donc a beaucoup moins ce pouvoir finalement. C'est-à-dire qu'au moment où il plaque ce terme gay sur notre culture, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui de le plaquer parce qu'il n'a pas ce pouvoir institutionnel et presque il a moins de pouvoir colonial quelque part ce terme au moment où lui il l'utilise à cette époque-là. bah Même oui, oui, si, non, même si complètement. c'est européocentré ou occidentalocentré de le faire. C'est pas, effectivement, il se place pas derrière nos institutions et tout ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de diplomatie gay ou d'homonationalisme n'existait pour le coup pas du tout à l'époque. Il y avait bien un capitalisme gay aux États-Unis qui critique, mais en effet, ça n'avait pas le même enjeu. Mais voilà, en tout cas, pour nous, c'était aussi important de visibiliser ça et de rappeler que même la notion d'hétérosexualité est très centrée, tout autant que celle d'homosexualité. Nous, on parle avec les mots qu'on a aussi. Oui, c'est ça. Mais voilà, forcément, il pose un regard, et aujourd'hui, on a accès à beaucoup plus de ressources qui nous permettent de relire, bah, même au sein de la Grèce antique, en fait, de voir qu'en fait, ça n'avait pas du tout la même signification et cette idée d'orientation sexuelle. Bon, bah, déjà, à l'époque, en même temps, Michel Foucault, en fait, c'était ce qu'il faisait. Mais je ne sais pas s'il a lu Michel Foucault sur son histoire de la sexualité ou pas, mais disons que voilà, on a cet héritage-là qui nous permet de regarder ça différemment, quoi. Ouais. Et puis il y a un côté, c'est sûr qu'il y va avec ses gros sabots, quoi. Il va dire Jeanne d'Arc était lesbienne, les chamans gays, tout ça, mais c'est voilà, faut voir que c'est un projet de dessiner une histoire qui n'existe pas encore. Donc voilà, il va mettre ces mots-là qui peuvent voilà, être anachroniques ou. Oui, et puis si on. Mais ça permet du coup de créer des figures d'identification, quoi, pour voilà, quelqu'un aujourd'hui qui va s'identifier comme gay ou lesbienne ou voilà. Ah, voilà, il emploie pas les mots trans, il emploie pas les mots queer, mais en fait, voilà, c'est écrit dans les années, à la fin des années 70. Et ça permet voilà, de créer ces figures. Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant le livre aussi, quoi, des figures d'identification en disant ah oui, je sais pas, C'est une forme de. c'est une forme, c'est un peu, c'est une forme c'est un peu des ancêtres. Oui, puis de dialogue. Enfin, de nouveau, c'est pas un projet politique de conquête ou d'assimilation. C'est-à-dire qu'il le fait de sa place à lui. Ce terme-là ou cette catégorie-là, c'est ce qui lui permet de créer un lien dans le récit entre lui Oui. et ces figures-là qui l'invoquent. Mais Ouais. il n'est pas en train de dire qu'il veut pas aller obliger ces gens-là à utiliser ce mot-là. C'est-à-dire, lui, c'est le mot qu'il a pour se créer un lien Oui. magique, en fait, presque, avec ces cultures-là, parce que c'est son Oui, oui. langage, quoi. Et puis, par exemple, bon, pour la question des peuples autochtones en Amérique du Nord, il en parle à un moment où, bon, moi je suis pas spécialiste de cette histoire-là non plus, mais où je pense visiblement la réappropriation politique de leur histoire par les personnes autochtones d'Amérique du Nord, à l'époque, elle est à un tout autre endroit que ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc lui, déjà, de faire ce pont et cette passerelle, après, il en parle beaucoup comme quelque chose du passé, alors qu'en fait, bah, voilà, aujourd'hui, tout le mouvement de revendication des identités Two-Spirit aux États-Unis, bah, voilà, elle est issue des personnes concernées, donc elle permet de porter une autre histoire. Mais lui, il parle à un moment où ça s'est effacé, où je pense que on peut, enfin voilà, entre guillemets, à ce moment-là, c'est le moment où on pense que les Indiens, entre guillemets, ont disparu. C'est un peu ça qu'il donne comme image. Et bon, voilà, aujourd'hui, on en est à un endroit différent, quoi. Oui, puis il le dit de là où il est, c'est-à-dire un mec de San Francisco, blanc. Et voilà, Et oui, tout oui, à fait. donc il a pas. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un passage aussi où vous expliquez pourquoi la traduction de indien, il utilise le mot Oui. indien. Et Et non, vous faites on a aussi ce dit travail de quasiment. recontextualisation des peuples autochtones Oui, a américains. priori, ce mot-là, tout comme travesti, tout comme tiers-monde, n'avait pas du tout la charge péjorative qu'il peut avoir aujourd'hui. Ou en tout cas, s'il l'avait, mais il était aussi revendiqué. Donc, à cette époque, il y avait aussi le American Indian Movement qui était mené par des personnes concernées, donc qui revendiquait, voilà, qui se réappropriait ce terme. Aux États-Unis, c'est un peu différent maintenant que dans le monde, dans l'espace francophone, mais c'est sûr que dans l'espace francophone, c'est un terme qui est a priori uniquement offensant. Donc on se dit, enfin, autant ne pas en fait placer un terme offensant dans un récit qui se veut finalement quand même anticolonial. Donc Ouais. sachant que son intention Oui. n'était pas celle-là, Après, c'était vraisemblablement. un choix aussi. Par contre, Tiers-Monde, on l'a maintenu. Mhm. Enfin, voilà, par rapport au choix qu'on aurait fait d'adaptation au monde d'aujourd'hui. Ou travesti, tu vois, on aurait pu dire que en fait, quand il parle de travesti, il parle de personnes trans. Euh,
Et donc pour rebrancher avec, la dernière partie du livre, on a parlé de christianisme, on a parlé du glissement vers la société industrielle et quand il fait ce chemin-là, il arrive, vers la fin à ce que lui, il appelle et il y a un triptyque un peu comme ça. Il dit, christianisme, industrialisme et militarisme, puisqu'à la fin, il parle de la construction de l'homme américain ou de la masculinité états-unienne en tout cas, via, le militarisme états-unien et de ce que ça produit comme image, masculine, y compris, et tu le disais au tout début dans le Castro-Gay, ce cet éventail de performance d'une masculinité martiale, en uniforme, même si c'est des uniformes, parfois un peu adaptés, heu et c'est vraiment une partie super intéressante parce qu'elle fait le lien aussi avec un projet politique, Ouais. socialiste, il le dit. Même si c'est un socialiste avec un twist. C'est pas le même socialisme, enfin il en invoque un autre. Vous pouvez nous dire 2 mots sur ce militarisme-là? Militarisme et masculinisme, la manière Ouais. dont il articule ça? Ben, en tout cas, en tout cas, comme tu l'as dit, c'est comme un même mouvement qui va depuis donc, la chrétienté, donc c'est toujours, détruire ces sociétés proches de la nature, tout ça. Il dit que c'est la même chose aux États-Unis. Quand le colon blanc arrive, le rapport aux autochtones, c'est pareil. Et d'ailleurs, il les accuse aussi d'avoir des pratiques sexuelles, déviantes et tout ça. Donc c'est le même argument qui est comme chez les sorcières ou en Europe. Et après, il montre, voilà, comment par exemple, à propos de ça, dans le Castro, les hommes qui vont habillés en cuir et en jean, il fait le lien avec le fait que dans la baie de San Francisco, il y a beaucoup d'entreprises qui appartiennent au Pentagone, qui travaillent là. Donc comment L'industrie militaire voilà, américaine, quoi. comment l'industrie militaire américaine, a aussi une influence sur les gays, quoi. Et donc eux, ça serait plus les gays au sens d'aujourd'hui, quoi. Les gays de droite ou je sais pas. Ouais. Donc ouais, du coup, c'est vraiment effectivement un saut historique, mais comme tu le dis, c'est pour lui la même continuité. Et ça Et se sent. le militarisme, en fait, quand il parle de l'Antiquité, c'est vraiment ça qui, selon lui, a fait basculer tout le reste. C'est avoir des sociétés basées sur la guerre, en fait. Mmh. Mais ce qu'il montre, en effet, c'est que contrairement à ce que proclame la Constitution américaine et le projet libéral américain tel qu'il veut se présenter, heu, comme un projet, je sais pas moi, de paix ou heu, de modernité, tout ce qu'on veut. En fait, lui, il est là, mais en fait, ce projet est avant tout un projet militaire de domination et que du coup, bah, il reprend, forcément ce qu'ont montré aussi plein de militants antiracistes, c'est que les États-Unis ont été fondés sur un génocide, et sur l'esclavage, enfin donc fondés sur leur terre, sur le génocide des peuples autochtones et construits avec la force de l'esclavage. Donc il y a cette double exploitation et extermination et qu'en fait, voilà, il montre, tout comme d'autres, que c'est constitutif de la création de cet État. Ce qui ne veut pas dire que l'Europe est évidemment, se dédouane de ça. Mais disons que là, il y a vraiment un lien au territoire et à la constitution d'un État fondé sur ces bases-là et qu'en effet, la sexualité, la manière dont la sexualité va être envisagée et dont, la masculinité va être envisagée aux États-Unis sont directement héritées de ça Mmh. et aussi d'un rapport protestant, enfin voilà, parce qu'il parle aussi des mouvements puritains, Oui. du fait que, bah, donc on a beaucoup parlé des catholiques, mais en fait, les protestants n'ont rien arrangé à l'histoire, voire en fait ont empiré les choses, hein, parce que Oui, les évangéliques, anglo-saxons le ont fait quand même, de couper les ressources mythiques et magiques qui existent encore dans le catholicisme, c'est à nouveau un projet dans le protestantisme et que du coup, bah, les mouvements puritains protestants étaient encore plus loin dans le fait de couper philosophiquement, l'idée d'un homme pur et bon, de ses plaisirs. Bah, c'est là depuis le début dans, la construction des États-Unis. Et aussi le contrôle des corps en fait donc le natalisme américain qui va à la fois stériliser des femmes autochtones, Mmh. ou des femmes noires et en fait surencourager la, reproduction et le natalisme des colons blancs pour, bah, occuper cette terre concrètement et la remplacer, bah, en fait a donné, des choses qui sont encore très présentes dans la culture américaine en fait au niveau de la morale sexuelle, du puritanisme, d'une vision, coloniale qui, bah, aujourd'hui, voilà, enfin, je veux dire, pour moi, ce que ça permet de montrer aussi, c'est qu'en fait, si on pourrait, voilà, avoir hérité, comment dire? Moi, dans ma génération, on a hérité d'une vision des États-Unis, comme, les libérateurs, contre le fascisme en Mmh. Europe, contre le nazisme, donc un peu le «pays de la liberté» entre guillemets. Heu et qu'en fait, quand on voit, bah, voilà, aujourd'hui
le retour ou l'installation du fascisme aux États-Unis, il peut y avoir un espèce de sentiment d'étrangeté. D'où ça vient? Bah, en fait, je trouve qu'en lisant Evans, on a un très très bon rappel du fait que ça a toujours été là dans l'identité des États-Unis en tant que pays, et que ce n'est qu'une affirmation aujourd'hui exacerbée de ça, mais qu'en fait, ce rapport au militarisme a toujours été là, que c'est un pays qui a toujours eu ses phases de croissance liées à une expansion guerrière. Voilà, Que c'est à la fois un impérialisme racial et un impérialisme sexuel, tout que ces tout choses-là autant, ouais. il y a cette équipe-là C'est a aussi toujours marché ensemble. marché. Je veux dire, Et qu'en effet, à s'y méprendre, on pourrait oublier que les luttes, enfin les mouvements gays sont très très finalement peuvent être très très facilement perméables à ça, et effectivement reprendre cette iconographie du masculinisme et de la guerre. Il cite aussi les noms des bars et des saunas dont beaucoup de Ah noms oui, qui ont des reprennent noms, le Ouais. bootcamp, ou le camp, hein. ou le Minecraft, enfin qui reprennent des noms en fait assez guerriers. Ouais, c'est ça. And the Folsom Prison also. Ou Du coup, c'est marrant parce que une Folsom, c'est toujours un festival fétichiste aujourd'hui. Ouais. Oui. Et C'est bien là. ou le fait que une des premières organisations LGBT s'appelait la Gay National Task Force, et qu'en fait Task Force, c'est aussi un terme militaire en fait Ouais. à la base. Donc voilà, il montre vraiment comment on hérite aussi malgré nous de Les toutes ces fronts, hein, même si c'est des organisations résistantes, tous les fronts de libération, Oui, oui. on parle que c'est quand même des termes de la guerre. Le front, c'est un terme, Oui, par ailleurs. c'est un terme guerrier, quoi. Je peux lire une petite citation Vas-y. sur l'industrialisme, parce que Ouais. je trouve que ça montre à quel point il était visionnaire aussi. Donc, l'industrialisme a dévasté nos vies sexuelles. Nous nous plaignons de l'insensibilité avec laquelle nous nous traitons mutuellement nos corps, comme tant d'autres objets à jeter après utilisation, mais c'est ignorer le fait que nous traitons tout, y compris nous-mêmes, ainsi. Nous ne nous apercevons pas que l'objectification totale de notre environnement et de la nature est un effet direct du système de pouvoir de l'industrialisme. Si nous sommes en permanence conditionnés pour réduire tout ce qui nous entoure à des objets, comment traiterions-nous différemment les personnes qui nous excitent sexuellement? Je trouve que c'est des choses qu'on entend aujourd'hui pour Grindr, par exemple. Ouais. Ah, c'est assez Et, passage. et voilà. Et après, à propos, le sexe lui-même est cantonné au secret, à la vie privée, à l'obscurité, à la honte et à la culpabilité. C'est ainsi que le système industriel parvient à le maintenir sous son joug. Chez les peuples liés à la nature, comme nous l'avons vu, le sexe est intégré à la religion et à l'éducation publique au sein des tribus. Célébration collective des puissances régissant l'univers, il n'a d'autre objectif que son propre plaisir. C'est pourquoi la première chose que font les sociétés industrielles au contact des primitifs est de leur inculquer la culpabilité envers leur sexualité et leur corps, l'outil traditionnellement utilisé pour y parvenir, et la religion patriarcale, sous une forme ou une autre. Là, je trouve que ça montre bien tous les liens qu'il fait entre... voilà. Ouais. Tout ce qu'il explique dans les premiers chapitres des proches de la nature, concrétise. comment l'industrialisme et le métier le vient pour l'exterminer, quoi, et le détruire. Et c'est comme ça qu'il en arrive à un projet politique assez construit. Alors c'est court, c'est vraiment la fin, mais Ouais. il commence par parler de socialisme. Alors il critique ce qu'il identifie comme un socialisme bureaucratique. Le socialisme mainstream, en tout Voilà. cas, en effet. Mais en même temps, il dit... Alors qu'est-ce qu'il utilise? Le socialisme Magique. Magique. Il parle de socialisme. Déjà, donc on est en 1978, il faut bien le rappeler à nouveau. Le socialisme type Union soviétique, il va assez vite pour montrer que, en gros, l'héritage du marxisme mainstream est productiviste, en fait, tout autant que le capitalisme, et donc il voit aucune porte de sortie. Il montre d'ailleurs que Marx et Engels ont raté toutes les opportunités possibles d'être aussi des alliés de la lutte pour la libération sexuelle à leur époque, donc voilà. Et le soviétisme, malgré des débuts encourageants après la révolution russe, où il y a eu une liberté en fait sexuelle, et un changement de certaines lois par rapport au régime tsariste, dès que Staline est arrivé, c'est fini. Après, il est beaucoup plus tendre et plein d'espoir envers le régime maoïste. Du coup, C'est l'époque. voilà, pas original non plus. En vrai, beaucoup de gauchistes de son époque voyaient un peu ça comme un socialisme paysan, voilà. Aujourd'hui, on peut fermer cette parenthèse, cette vision-là très angélique du maoïsme, malheureusement. Mais lui, effectivement, il recrée autre chose, quoi, qu'il appelle socialisme magique. Je trouve que le terme, il est assez intéressant. Je l'ai jamais lu ailleurs. Où il essaye de faire la synthèse entre cette vision très matérialiste qu'il a, redéfinir les rapports de pouvoir, les rapports de production, les rapports de force. Donc, selon lui, il faut démonter le système industriel, à savoir produire pour quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Donc, selon lui, à la base, ça, c'est vraiment un problème.
Et donc voilà, ils vont encourager des coopératives, l'autosuffisance, l'autoproduction, et quelque part, plein de penseurs de la décroissance, en fait, ont fait comme lui. Mais aussi avec un rapport spirituel et gay, queer, qui est de, effectivement, repenser, nous repenser comme des êtres naturels, entre guillemets, en fait, effectivement, et mettre fin à cette séparation nature-culture ou ce naturalisme, comme tu disais. Il n'emploie pas tous ces termes-là, mais on peut le mettre dans cette Tout à fait. lignée. Et en tout cas, lui, ce qu'il appelle la magie, c'est voilà, c'est ce sens d'appartenance, en fait, et cette force concrète que des rituels peuvent avoir, que Et que que la la sexualité peut avoir et que aussi. la sexualité peut médier. Mhm. euh, et, euh, et voilà. Et donc, et selon lui, ça est aussi associé très fort au fait de réinvestir la campagne et l'espace rural, parce qu'il a assez peu d'espoir dans les villes, en réalité. Et en soi, il est un peu continuité d'autres penseurs socialistes, finalement utopiques. En fait, peut-être on pourrait le rattacher plus voilà, au courant des socialistes utopiques et anarchistes, en fait, qui toujours ont pensé ça avec une question de taille, avec un rapport au territoire, un rapport à l'écologie aussi différent. Euh, mais en effet, enfin voilà, il dessine ça et Mhm. il se situe. Maintenant, ça reste des jolies images, quoi. Euh, mais elles sont, enfin, je pense, tout autant valides. Et puis, permettre de faire le lien, comme j'ai dit, avec des penseurs de la décroissance. Moi, je fais très fort le lien avec Starhawk aussi, qui parle Mhm. beaucoup de la puissance de la magie d'un point de vue féministe, par exemple, tout en ayant un rapport aux luttes sociales qui est toujours là. Oui, Donc, avec même parfois des choses très Starhawk, très manuelles d'organisation politique, quoi. voilà, c'est ça. Il y Et a du ce. coup, lui, je trouve, il se Ouais. place au même endroit, en fait, Mm. depuis un regard queer. C'est, on l'a évoqué à plusieurs moments et c'est une partie importante et qui sans doute d'ailleurs vous me direz si ça l'a été, une critique qui va être adressée au livre. Moi, ça se sent, et la conclusion en parle. J'ai oublié le nom de la personne qui écrit La Clovis Maillet. Crossface. Voilà, Clovis Moyer. C'est pas un livre d'historien. Et tant mieux en fait, parce que les historiens, ils font, hein, ils font leur travail de la place où ils ont avec leur cadre, Formation. voilà, la véracité, etc., qui est importante et qui doit être faite d'une certaine manière. Mais c'est un travail qui est différent, j'allais dire qui va au-delà. Et ça paraît, c'est pas pour dire que c'est plus important. Mais en tout cas, Non, il se place à un autre voilà, endroit, il en se effet. place à un autre endroit, il fait des choix. Donc comme, moi le terme d'exégète m'est venu quand je lisais ce livre, c'est-à-dire c'est lui, la lecture qui fait de l'histoire, les endroits qu'il veut aller invoquer et chercher pour créer quelque chose et et je trouve que du coup, l'idée de la magie est aussi dans la démarche. C'est-à-dire Oui, qu'il choisit d'invoquer ce qu'il veut en fait et il choisit de Absolument. faire des éléments historiques, de la narration qu'il en fait, une production magique qui nous offre comme une certaine lecture de la réalité, qui est un exercice littéraire en fait, de littérature quoi. Et je trouve que ça dit quelque chose aussi de pistes politiques Oui. qu'on peut ouvrir aujourd'hui dans les luttes queer. C'est-à-dire comment on dépasse l'institutionnalisation des luttes, comment on dépasse la récupération des luttes, comment on dépasse le stricto sensus militant institutionnel. Peut-être que c'est en faisant un peu plus de littérature et de poésie et de magie, quoi, avec nos luttes. ouais, ça, et de retrouver la pratique des mythes. Parce qu'effectivement, comme tu dis, pour moi, en fait, il fait un acte magique en écrivant ça, en effet, Mhm. de dire, regardez, nous sommes ces gens. Enfin, et du coup, c'est effectivement de retrouver un peu des ressources mythiques qui n'ont jamais été construites pour nous, entre guillemets, voire elles ont été toujours éradiquées. Et je trouve, pour nous, c'est une invitation à continuer ce travail, en fait, de nous-mêmes continuer à tisser ces mythes-là. Et lui, voilà, il a écrit ça il y a bientôt 50 ans, il est devenu un mythe aussi. Et donc, tu vois, il y a ce truc comme ça. C'est beau. La mise en abîme, là, waouh. Bah oui, Oui. Euh, Je peux encore lire un petit mais passage vas-y, parce que moi je suis très citation, hein. vas-y. Si nous, donc c'est pour clore le chapitre qui est le sexe chez les zombies. Donc les zombies, ça serait justement tous les gens complètement coupés de leur corps et de leur sexualité, comme la majorité. Mhm. Si nous voulons un jour revenir d'entre les morts et reprendre notre juste place dans la nature, il ne faudra faire bien plus que remettre notre foi entre les mains de l'État, des partis ou de la technologie qui sont de simples accessoires de l'industrialisme. Nous devrons faire appel aux énergies salvatrices aujourd'hui enterrées en nous-mêmes et dans la nature, et pour ce faire, invoquer des puissances oubliées depuis le temps des chamans. Donc il y a un côté un peu prophétique comme ça, qui est. Mais du coup, là, quand il dit les puissances oubliées depuis le temps des chamans, donc ça, ça c'est tout
tous les chapitres précédents où il va nous décrire tous ces peuples qui ont été détruits. Et mais c'est ça, c'est une espèce de reconnexion. C'est pour ça qu'il y a un côté mythique, c'est pas, D'invocation. ouais, d'invocation, c'est pas un projet très Mais pour moi, c'est quand même. utopique Il se revendique quand même comme un truc d'histoire et il commence comme ça. Mhm. Il dit voilà, où est passée l'histoire gay? Je veux répondre à ce besoin d'histoire gay. C'est à la fois ça. En même temps, c'est un pamphlet parce qu'on sent qu'il est en colère. Et en même temps, c'est une Il y a forme de quoi. de manifeste parce qu'il propose des pistes. Et puis, effectivement, c'est des mythes. Et donc, je trouve qu'il a plein de statuts différents et qu'on peut en fait l'aborder de plein de façons différentes, justement, pour moi. En effet. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez nous dire sur ce livre? Sans doute, mais... Ben, faut l'acheter, quoi. En tout cas, il faut le lire. Oui, ça, c'est clair. Et il faut aller le chercher. Ça s'appelle Sorcellerie et contre-culture gay. C'est écrit par Arthur Evans et c'est traduit par Julien Princesse Didier et Hugo Lopez, avec une postface de Clovis Maillet. Et c'est aux éditions Le Passager clandestin. Merci beaucoup. Merci Merci à à toi. toi. Je vois très bien l'époque dans laquelle... De cette planète. Un système à pulvériser. Très bizarre. Je me à poser cette question de la dernière ronde. Laisser la Que tout place ça c'est blanc mais que ça va pas suffire. d'autres voix.